Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On poursuit nos vidéos pour préparer la draft de mercredi soir. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au pick 44, notre pick du second tour. Parce que oui, maintenant, on a des vrais dirigeants, on a des gens qui savent ce qu'ils font, on a des gens qui travaillent. Donc, on va plus balancer ce pick-là et l'échanger contre du cash. Donc, du coup, on va choisir quelqu'un avec ce pick 44. Et je pense que c'est même une année où ça va être vraiment, vraiment important de bien choisir ça. Parce que on a eu l'annonce il y a quelques jours maintenant que la saison allait débuter le 22 décembre avec 72 matchs au programme. Et ça fait seulement 10 matchs de moins par rapport aux saisons normales, mais 6 semaines de moins de compétition. Donc ça veut dire que les 72 matchs vont se jouer sur un espace-temps très très réduit. Les matchs vont s'enchaîner à vitesse grand V, ça va être très très compliqué pour les organismes. Si tu fais une comparaison comme tu vois actuellement le football où ça joue tous les 3 jours et tu as des blessures à droite à gauche, à mon avis avec le calendrier chargé que la NBA va avoir quand ça va reprendre, je pense qu'on peut s'attendre à des blessures un petit peu partout dans toute la ligue. Alors déjà que Chicago n'était pas une équipe super bien lotie à ce niveau-là ces dernières années, là je pense qu'on va pas y échapper encore une fois. Donc c'est important d'avoir euh, un effectif assez fourni et pourquoi pas avoir des joueurs qui sont capables de sortir et d'avoir un impact. Et puis il y a également le Covid, hein, parce que avec tous les voyages, etc., à droite à gauche, tu rencontres tout le monde. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas aussi avoir pas mal de cas dans la ligue. Ça risque de se produire. Donc à voir à ce niveau-là comment ça va se dérouler. Mais c'est bien d'avoir un maximum de monde disponible à chaque fois. Donc du coup, euh, avoir des joueurs en plus. Alors, au niveau des Bulls, on a déjà un roster qui est pratiquement complet. Il y a Chris Dunn, Denzel Valentine et Shaq Harrison qui ont une option pour l'an prochain. Donc, à voir si on l'active ou pas, si on les fait revenir. Ça reste encore à se décider dans les prochains jours quand la free agency va débuter à partir du 20 novembre. Euh, mais malgré tout, il y a très peu de places disponibles et il va falloir en faire pour notre pick du premier tour ou les picks du premier tour si jamais on fait des trade down, etc. Ça reste encore à, à décider. Mais voilà, je pense que le pick 44, par exemple, il peut servir à fournir l'effectif de la G-League en fait. Et comme ça lui donne du temps de jeu, il a l'occasion de se montrer, de progresser, etc. Et après, il peut être appelé dans le roster principal en cas de blessure, en cas de joueur qui a le Covid, etc. Sachant en plus que la NBA a précisé que les joueurs qui étaient en two-way contract, euh, d'habitude, ils ont le droit de passer 45 jours avec le roster principal. Et là, ça va être allongé comme durée. Ça n'a pas été précisé jusqu'à combien, si c'est 60 jours, si c'est plus que ça, etc. Mais les joueurs qui seront en two-way contract auront l'occasion de passer plus de temps avec l'effectif principal. Donc ça peut être une bonne option avec ce pick 44 de choper quand même un joueur qui est capable de montrer de bonnes choses et qu'on aura l'occasion de voir en G-League avec du temps de jeu et ça lui donnera à lui l'occasion de progresser, etc. Donc du coup, en basant sur des mock drafts à droite à gauche, des joueurs qui sont prévus pour le deuxième tour, j'en ai observé une bonne douzaine, voire plus, et j'en ai retenu 5. Alors juste 5 parce que je ne veux pas que les vidéos elles durent 2 heures non plus. 5 qui ont retenu mon attention pour diverses raisons, indépendamment des postes, hein, parce que de toute façon, voilà, avec ce pic-là, bon, je pense qu'il vaut mieux prendre le meilleur joueur qui reste plutôt que vraiment essayer de fournir un poste, et surtout si c'est pour l'envoyer en J-League. Donc voilà, j'ai fait une liste de 5 et à commencer par Grant Ryler. Alors Grant Ryler, meneur d'1m84, mais voilà, meneur parce qu'il a cette taille-là, mais en fait c'est plus un profil derrière shooter bombardier qui a un arsenal offensif super complet et qui fait feu dans tous les sens, quoi. Capable d'attaquer le cercle, s'il est tête de raquette, tu lui fais prise à deux, il est capable de se faufiler au milieu et d'aller attaquer. Il a des super moves pour finir près du cercle, avec des super speed moves notamment. Il est capable de finir des deux mains, il est adroit d'un petit peu partout sur le terrain. Il a shooté quasiment à 50% au shoot, 36% à 3 points, 82%
presque 83% au lancer franc. Euh, il a un shoot extrêmement rapide, donc il est efficace en catch and shoot. C'est vraiment un profil de scoreur, tu vois, tu l'imagines bien, un mec qui sort du banc et qui cartonne tout de suite, quoi. Tu lui files la balle dans les mains et tu le laisses shooter un petit peu comme il a envie. Euh, Toute proportion gardée évidemment, une sorte de Lou Williams ou Jamal Crawford, mais enfin voilà, avec quand même un déficit de taille assez conséquent. Euh, il joue évidemment meneur du fait de sa taille et il est capable de trouver quelques bonnes passes par-ci par-là, de, de créer un peu de jeu pour les autres, mais c'est vraiment pas sa qualité première. Il a vraiment plus un profil, et en tout cas, c'est ce qu'on lui demandait plus dans son université de Charleston. C'était vraiment de gérer le scoring, de bombarder dans tous les sens. Et le mec, il a cartonné, il tournait à plus de 20 points à l'université. Euh, Après, euh, c'est vrai qu'il y a assez peu d'échantillons du coup sur ce qu'il est capable de produire à la main. Il a de très bonnes stats sur les pick and roll, sur le nombre de points par possession en pick and roll. Mais voilà, c'est un échantillon assez faible parce que c'est plus un mec qui prend les shoots pour lui, qui bombarde plutôt que de créer pour les autres. Donc ça reste un petit peu difficile à juger. Euh, Après, défensivement, ça va être un gars qui va combler son manque de puissance par une excellente vitesse latérale et une grosse envie en un contre un de bloquer son gars. Il va le harceler, il va le pousser un petit peu à la faute, etc. Mais après, c'est vrai que quand tu fais 1m84, c'est compliqué d'exister autrement à ce niveau-là. Je pense qu'à ce niveau-là, il va quand même avoir beaucoup, beaucoup de difficultés, même en s'investissant le temps comme tu veux, en y mettant beaucoup d'énergie et d'envie. Tu peux pas t'entraîner à grandir, quoi. Donc c'est vrai que sa taille va être un petit peu un problème, surtout qu'il a déjà 23 ans. Tu l'imagines pas grandir encore, quoi. Et puis un autre aspect qui est un petit peu pas négatif, mais qui fait un petit peu tiquer, c'est que voilà, il vient d'une fac qui est très très peu cotée, quoi, qui a pas un niveau extraordinaire. Donc il a cartonné dans une petite fac entre guillemets, et est-ce que tu peux vraiment l'imaginer faire la même chose s'il avait été dans une fac un peu plus sérieuse, un peu plus solide, avec d'autres joueurs autour de lui. Euh, c'est pour ça que je pense que lui, ça peut être vraiment un gars à observer en G-League et voir ce qu'il est capable de donner avec un effectif un peu plus sérieux autour de lui. Euh, mais voilà, ça reste quand même pour un joueur d'1m84 vraiment un profil de bombardier plutôt qu'un gars vraiment capable d'assurer le playmaking d'une équipe. Et à ce moment-là, si on cherche vraiment du playmaking encore avec ce pic-là, je pense qu'il vaut mieux se pencher sur un joueur comme Skylar Mays, un arrière meneur de Louisiana State. Alors lui, bon, il fait 1m92, donc déjà au niveau de la taille, c'est un peu plus concret. Mais c'est un profil offensif qui est assez similaire d'ailleurs à Grant Ryler au niveau de son jeu pour finir près du cercle avec des spin moves, avec des eurostep. Euh, qui est également capable de shooter de loin. Il a une super adresse extérieure. Il shootait à 39% à 3 points sur la saison. Un shoot qui a été en progression tout au long de l'année et par rapport aussi à ses saisons précédentes. Euh, mais c'est aussi un gars qui a probablement un meilleur dribble que Grant Ryler et une vision du jeu et un QI basket supérieur parce qu'il est beaucoup plus efficace sur pick and roll et avec un échantillon beaucoup plus conséquent aussi par rapport à Ryler. C'est simple. Euh, Skylar Mays, il avait des stats de 1,14 points par possession en pick and roll l'année dernière en université. Et c'était tout simplement le meilleur joueur en pick and roll de tout le système universitaire. C'est dire c'est dire le QI basket, la vision du jeu de ce gars-là. Avec donc évidemment, comme je disais, comment dire, euh, beaucoup plus de possibilités de le voir jouer ça que Ryler, qui avait un échantillon assez faible à ce niveau-là. Donc offensivement, une arme extrêmement intéressante. Et défensivement, c'est un joueur qui est extrêmement complet aussi parce que il fait un petit peu moins de 2 mètres, mais il a une envergure qui fait quasiment 2 mètres aussi. Et ça le sert énormément pour tout ce qui est couper les lignes de passe, anticiper, etc. Euh, Suivre son gars jusqu'au cercle et lui mettre des contres. Alors c'est vrai que parfois il en abuse un petit peu et il doit se dire tellement il a une longue envergure, dès qu'il voit une passe arriver il essaie de l'intercepter, donc des fois
il tente des interceptions un petit peu trop souvent et parfois bah, après ça laisse son vis-à-vis partir tout seul. Euh, voilà, c'est probablement peut-être une progression à avoir au niveau de ses décisions en fait à ce moment-là, mais voilà, ça c'est des choses qui se travaillent, donc c'est pas vraiment quelque chose de très très handicapant. Mais ouais, avec cette taille et cette envergure, tu peux le faire switcher sur des joueurs un petit peu plus grands que lui. Il sera capable il sera capable de faire le taf. Et puis ça a été un très bon défenseur tout au long de la saison. Parce que le mec, il est capable de te presser tout le long du terrain. Il te rentre dedans, il te met des coups de coups d'épaule, des coups de poitrine et tout pour essayer de te. Il te pousse à la faute en fait. Il te harcèle tout le long du terrain s'il le faut. Et donc voilà, un défenseur extrêmement habile et je pense que c'est un profil sur lequel on peut éventuellement s'attarder s'il est encore là. Un autre profil très euh, dans le style voilà, pot de colle défensif, décidément j'aime bien ce profil là donc j'en ai retenu pas mal qui sont comme ça. C'est Devon Dodson qui vient de Kansas. Alors lui aussi c'est un arrière qui fait moins d'1m90, arrière meneur. Et lui, pareil, c'est une de ses principales qualités, c'est que défensivement, il est tout le temps sur toi, il te colle, il te harcèle, il te bouffe, tu vois, une sorte de sensu, il te laisse pas d'espace. Il est vraiment constamment avec les mains actives pour essayer de te piquer la balle, ou en tout cas de te faire le dribble qui va te faire perdre cette balle. Et derrière, il te cartonne en contre-attaque. Euh, il a quand même une stat qui est assez dingue, c'est que tout au long de la saison universitaire, ses adversaires en 1 contre 1 shootaient à moins de 32% face à lui. Donc c'est une efficacité défensive assez folle parce que voilà, le mec il est tout le temps voilà, la main devant ta tronche, il te gêne ta vision, il te gêne absolument dans tout ce que tu fais, il conteste tous les shoots, il te laisse pas le moindre centimètre d'espace, il est toujours sur toi, il fait des close-out, il est vraiment à fond sur ça et c'est, en plus voilà, il est vraiment investi à ce niveau-là donc c'est vraiment un profil intéressant pour ça, même si voilà, pareil, c'est pas le mec avec la plus grosse envergure, il a pas la taille la plus dingue, mais il est capable de faire ça, voilà, extrêmement agressif sur le porteur de balle. Après, sur une défense plus collective, c'est un petit peu plus compliqué, mais en 1 contre 1, c'est vraiment un profil très très intéressant. Après, offensivement, lui aussi, il a des très bonnes stats en pick and roll par rapport à, comme je disais, comme j'expliquais avec Skylar Mays. Évidemment pas autant, puisque Skylar Mays était numéro 1 de l'université, mais voilà, c'est un joueur sur pick and roll qui peut faire énormément de choses. Il est capable d'attaquer le cercle avec un très bon premier pas. Voilà, il est très très explosif, donc il peut attaquer le cercle, il te prend de vitesse, il va jusqu'au panier, il encaisse le contact, il met ses lancers francs, il est extrêmement adroit. Euh, le petit souci, c'est que son geste est parfois inconstant. Tu vois. Des fois, il a une mécanique très très propre et bien huilée. Et puis des fois, son shoot est un petit peu plus cassé et ça fait que ça le rend assez inconstant, notamment dans l'adresse à 3 points. C'est pas un mauvais shooter à 3 points, mais comme il est assez inconstant au niveau de son geste, ça en fait pas vraiment une menace de grosse qualité. Euh, Après, un de ses soucis aussi, c'est que des fois il va tellement vite, et c'est vrai qu'avec son premier pas, c'est un peu un dragster, mais des fois il va tellement vite qu'il s'en mêle un petit peu les pinceaux, parce que voilà, son handle, sa qualité de dribble est pas extrême, et des fois il part et puis il laisse le ballon en route, quoi. Il va un petit peu s'oublier comme ça. Et un autre souci, c'est son playmaking qui est par contre, voilà, qui est pas extrêmement poussé parce que c'est vrai qu'il a cette tendance à parfois avoir des passes qui sont trop prévisibles et faciles à anticiper pour la défense adverse et ça crée pas mal de balles perdues à ce niveau-là. Donc il perd des ballons parce qu'il fait pas des passes extrêmement clairvoyantes et puis aussi parce que parfois il s'en mêle les pinceaux tout seul et des fois il perd des ballons un petit peu bêtement comme ça. C'est quelqu'un qui doit bosser sur euh, sa patience, voilà, être capable de mieux lire le jeu, pas faire une passe dès que quelqu'un bouge et fait un cut, mais se dire voilà, il y a peut-être une meilleure option et voilà, devenir un peu plus imprévisible pour les défenses adverses. Mais quand même, un profil extrêmement intéressant. Encore une fois, si tu lui files du temps de jeu en G-League, il y a moyen de le développer, de le faire travailler sur pas mal de trucs. Donc voilà, là ça fait déjà 3 arrières meneurs, on va passer sur des profils
un peu plus grand, et un joueur qui me plaît particulièrement, c'est Jordan Nwora de Louisville, 22 ans, et, poste 3. Et là aussi, pareil, encore, hein, je reviens toujours sur ça un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu ma marotte peut-être, mais voilà, pot de colle défensif, le mec qui est toujours sur toi, qui te harcèle, qui te pousse à la faute, qui est capable de vraiment te gêner, te mener la vie dure, te casser les couilles en permanence. En plus, il est assez rapide pour switcher sur des joueurs un peu plus grands que lui, même si c'est vrai que bon, il fait 2 m 1, il est assez rapide, mais sur des postes 3 taille NBA, entre guillemets, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour lui. Parce que voilà, bon, en général, les postes 3 NBA sont un peu plus grands, un peu plus rapides. Ça va, ça peut lui poser problème, même si bon, c'est des choses qui seront à voir en situation réelle, comment ça peut se dérouler pour lui. Parce qu'après, c'est vrai qu'offensivement, le mec est un shooter à 3 points assez fou. Il tournait à 40% et puis il te les met dans tous les sens. Il est capable de. Voilà, il a un shoot, comme on dit, une quick release, c'est-à-dire qu'à peine il chope la balle, il est capable de l'envoyer dans le cercle. Il a un très bon footwork, il sait très très bien se déplacer pour voilà, contourner les écrans, etc. Il a un step back qui me fait un petit peu penser à Kobe White d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il est extrêmement, extrêmement efficace dans ses shoots de loin à 3 points voilà, pour se créer l'espace, pour se démarquer, créer son propre shoot s'il faut. Mais voilà, en sortie d'écran et en sortie de dribble, c'est un joueur extrêmement, extrêmement polyvalent déjà à ce niveau-là. Par contre, au niveau d'attaque du cercle, c'est pas franchement sa qualité première. C'est pas celui qui a la meilleure finition au cercle, et c'est pas spécialement un passeur extrêmement aguerri non plus. Euh, Au niveau de ses stats, il avait presque 2 fois plus de balles perdues que de passes décisives, donc c'est clair que c'est pas à lui que tu files le playmaking, à qui tu files la balle pour remonter le terrain et mettre les choses en place. Lui, c'est vraiment un gars que tu cherches, voilà, tu mets le jeu en place, tu mets des systèmes pour lui, et le mec il se démarque en sortie d'écran et en catch and shoot, il bombarde. C'est plus un profil de ce style-là. C'est clair que c'est pas avec lui que tu améliores grandement ta création. Mais encore une fois, un profil très intéressant. Et je pense que lui et Dodson, c'est un petit peu mes chouchous si les 5 dont je parle dans cette vidéo sont encore dispo au moment de notre pick 44, ce qui est peu probable quand même. Je pense pas que les 5 seront encore là. Il y en aura au moins un ou deux qui seront déjà pris avant. Mais je pense que si Dodson ou Nwara seront encore là, je pense qu'il faut s'attarder sur ces profils-là. Euh, et puis le dernier, donc je voulais quand même mettre un intérieur, parce que là j'ai mis que des arrières et un poste 3. Euh, et puis c'est un petit coup de cœur parce qu'il est de l'université de Paul à Chicago, c'est Paul Reed, qui fait pas mal parler de lui. Alors lui aussi pareil, ça me paraît un petit peu compliqué qu'il soit encore là en pick 44, il devrait partir juste un peu avant je pense. Mais voilà, un intérieur de 21 ans qui est 2 m 8 et une énorme envergure, et ce qui en fait un défenseur lui aussi. Je repars encore sur ça, mais voilà, un défenseur extrêmement solide qui lâche aucun play, qui a une énorme énergie sur tout ce qui est lutte au rebond, qui fait des box-out, qui sait se placer parce que voilà, il abandonne pas un play. Même tu vois, quand un coéquipier ou quand lui il prend un shoot, et ben il va quand même se positionner au rebond au cas où, tu vois, si le shoot ressort, il est toujours là à lutter, à se placer, à prendre la bonne position pour lutter sur ces rebonds-là et être extrêmement efficace. Très bon rebondeur offensif, enfin très bon rebondeur au global sous les deux cercles. Et puis voilà, c'est quand même un, un mec qui est capable de, voilà, s'il récupère le ballon, il te la rabat à ce moment-là, il est capable de dunk extrêmement créatif et puissant parce que euh, à 2 m 8, il a ce combo puissance, agilité, vitesse qui est quand même extrêmement intéressant, surtout pour un gars que tu peux récupérer en milieu de deuxième tour. Par contre, après, voilà, c'est clair que c'est pas du tout le gars. Encore une fois, au niveau playmaking, c'est pas à lui que tu files la balle pour remonter, c'est lui. Pareil, t'attends qu'il soit placé, tu le fais jouer en post-up, tu lui files la balle et tu le laisses se débrouiller à ce moment-là. Mais enfin, c'est un mec qui finit les actions, c'est pas un mec qui va les débuter ou les construire. C'est un mec, voilà, tu le laisses se positionner sous le cercle, il va appeler la balle, tu lui files et après le mec il est capable de t'enfoncer en post-up, de te claquer des dunks sur la tronche.
mais voilà, faut absolument pas qu'il ait la balle au début de l'action, parce que dès qu'il a cette, enfin, dès que tu le mets dans cette position-là où genre il est derrière la ligne des 3 points avec la balle et il va essayer d'attaquer le cercle, il va souvent soit perdre le ballon tout seul parce qu'il n'a pas vraiment un bon dribble, et puis s'il arrive à aller jusqu'au cercle, c'est assez facile pour l'équipe adverse de provoquer des fautes offensives, donc, parce qu'il arrive tellement lancé, il arrive lancé, tu vois, tout en vitesse, et du coup il n'a pas forcément un énorme contrôle. Et du coup, voilà, tu te places, tu provoques un passage en force, et souvent ça fait l'affaire, quoi. Euh, donc voilà, c'est plus un mec, voilà, sur jeu placé, capable de faire ce qu'il faut en post-up, etc. Et puis un excellent rebondeur et défenseur assez complet et solide, même si son profil est assez filiforme parce qu'il n'est pas ultra épais. Ça va lui jouer des tours au niveau de son manque de puissance en 1 contre 1, mais voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille. Une fois qu'il sera dans une équipe, il va bosser, être à la gym, prendre du poids, prendre du muscle et s'adapter. Donc c'est pas vraiment quelque chose de négatif à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui va pouvoir bosser par la suite. Pour l'instant, il va compenser avec ses grosses qualités athlétiques, euh, avec son envergure pour te contrer si jamais tu le prends de vitesse. Mais, euh, mais voilà, au fil du temps, il va falloir qu'il prenne un peu plus de muscles. En faisant attention, c'est toujours ça un petit peu le souci pour des intérieurs comme ça, c'est quand tu prends du muscle, faire attention à ce que ça ne t'enlève pas trop de vitesse latérale non plus, parce que c'est un petit peu le danger des fois. Quand tu prends trop de muscles, après, bah, forcément, tu perds un peu en vitesse, donc c'est toujours le bon équilibre, le bon dosage à trouver. Donc à voir. Mais voilà, donc 5 profils assez euh, différent, même si tu retrouves toujours cette idée d'être un défenseur assez solide et avec en tout cas de bonnes promesses à ce niveau-là. Et que je pense qu'il y a moyen, voilà, si tu les mets en G-League avec les Windy City Bulls, il y a moyen de les voir vraiment euh, se développer, et te dire que s'il y a besoin pour le roster en cas de blessure, en cas de voilà, toutes sortes de pépins, ça peut être des armes assez intéressantes à exploiter. J'aurais pu évoquer d'autres joueurs, comme par exemple les deux Cassius Winston et Cassius Stanley, mais à mon avis, eux vont partir vraiment tôt dans le deuxième tour, voire fin du premier tour, donc ils seront plus dispo, donc c'était pas vraiment la peine que je m'attarde trop sur ces gars-là. Il y avait un gars comme Isaiah Joe aussi, mais il m'a pas particulièrement emballé. Le mec, c'est vraiment un bombardier à 3 points, et c'est tout ce qu'il fait, quoi. Enfin, c'est, je dis ça, mais c'est très grossier, hein, mais évidemment, il a d'autres qualités, mais c'est principalement un mec, voilà, le mec qui prend quasiment 10 tirs à 3 points par match, et 4 d'entre eux, c'est en contre-attaque, quoi. Il disait 40% de ses shoots à 3 points, c'est des shoots à 3 points en contre-attaque. C'est-à-dire que le mec, au lieu d'aller attaquer le sac, il s'arrête et il prend des shoots à 3 points. Donc il est vraiment stéréotypé, je prends des shoots à 3 points, je dégaine comme un sac. Personnellement, c'est pas particulièrement mon kiff. Après, si on le prend, il y aura moyen de le développer, etc. aussi. Il y a d'autres choses sur lesquelles bosser avec lui. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu quelques vidéos, quelques matchs, etc., c'est pas le joueur avec le profil qui m'a le plus emballé. Il y avait aussi le français Kylian Tilly, mais là c'est pareil, je pense qu'il va partir un petit peu avant, même s'il y a quand même quelques points qui peuvent inquiéter quelques franchises, comme son historique de blessure. Il a déjà eu pas mal de soucis pour son jeune âge, parce que voilà, avec sa grande taille, il a eu, au niveau des articulations, les genoux, les chevilles, c'était un petit peu problématique parfois. Mais enfin voilà, après, peut-être qu'on va repartir avec lui, pourquoi pas. Ça se trouve, on va faire une draft française avec Kylian Hayes en poste 4, et avec le pick 4, pardon, et Kylian Tilly derrière. Va savoir, ça peut être extrêmement intéressant. Mais toujours est-il que voilà, on aura le temps de découvrir ça mercredi soir, quand on va suivre cette draft tous ensemble. Alors, comme je le rappelle encore une fois, hein, euh, live de la draft à 1h du matin, horaire français. On se retrouve 3 quarts d'heure avant pour le quiz, hein. Je suis en train de bûcher sur les questions, donc révisez bien, parce qu'il y a des trucs, ça va être assez. Il y en aura des faciles, mais il y en aura des assez compliqués quand même. Et puis aussi, je voulais terminer cette vidéo en parlant des annonces qu'il y a eu ce samedi de la part des Bulls, qui ont complété le coaching staff.
avec 2 arrivées supplémentaires au niveau du staff de Billy Donovan et 4 arrivées pour ce qui est du secteur du développement des joueurs. Donc là, je me rappelle que quand Mark Eversley est arrivé, c'était en avril ou mai, je sais plus exactement, mais il avait eu cette phrase où il avait dit j'ai halluciné quand on m'a appris qu'il n'y avait qu'un seul gars chargé du développement des joueurs dans la franchise. C'était Sean Resper qui depuis a quitté la franchise et donc maintenant il y a 4 gars qui sont arrivés d'un coup et qui auront en charge de ce secteur-là du développement des joueurs, les faire bosser, les mettre dans les meilleures conditions, etc. Donc là tout de suite tu passes quand même de franchise un peu qui s'en fout à franchise qui a vraiment une approche sérieuse et encore une fois, comme je le dis à chaque fois, ça rejoint ce que disait Karnišovas en termes de mettre les joueurs au centre du projet et tout faire pour qu'ils soient vraiment dans les meilleures conditions. Donc je vais pas là m'attarder sur chaque profil parce que la vidéo va vraiment prendre du temps. Mais j'ai fait un article donc, qui parle de ça. Donc je vous invite à aller sur le site pour découvrir cet article-là. Je l'ai mis en ligne samedi en fin d'après-midi. Il y a le lien pour accéder au site dans la description de la vidéo, donc vous pouvez retrouver ça extrêmement facilement. Mais voilà, encore une fois, des profils assez différents, atypiques, et qui se mettent vraiment dans le, dans le moule de ce que les Bulls veulent faire en termes de mettre les joueurs au centre du projet et les développer un maximum. Donc vraiment des arrivées de très très bonne qualité et très intéressantes. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Et puis bah, nous on se retrouve mercredi soir pour le quiz et pour la draft pour suivre un petit peu tout ce qui va se passer de notre côté. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Go Bulls!